pour décloisonner, pour abaisser les masques dans un groupe. D'avoir un temps d'apprivoisement, un temps pour préparer le mieux possible le vivre ensemble. À la fois entre les étudiants, mais entre les étudiants et les enseignants. Entre les enseignants entre eux, etc. Entre les enseignants et les parents. Et pour cela, c'est extrêmement important de pouvoir s'occuper de la dynamique émotionnelle des groupes. Et la peur fait partie d'une de ces émotions qui est, et je vous en parlerai après, pourquoi il faut interroger cette peur. Et le fait de pouvoir abaisser les craintes dans un groupe, apprivoiser le groupe, eh bien, permet aux élèves notamment d'abaisser leur masque, pas de les supprimer, hein, parce qu'ils deviennent vite les masques, les peurs elles reviennent vite, mais de les abaisser pour leur permettre d'être plus autonomes, de mieux les responsabiliser. Alors, 4 étapes que je peux suggérer pour mettre un groupe, créer les conditions favorables d'un groupe. La première chose, c'est déjà bien comprendre comment fonctionne un groupe pour le gérer. Incarner une posture professorale qui invite vraiment à la coopération. C'est une posture qui nécessite un minimum de travail sur soi. Une prise de conscience minimale des obstacles, même subtils, à la coopération. Donc c'est avoir un minimum de connaissance de ces subtiles violences. C'est-à-dire comment est-ce que je maîtrise? Comment est-ce que j'abandonne un groupe ou certains étudiants qui m'énervent royalement? Comment est-ce que je fais pour ne pas abandonner le reste de la classe? Donc, vraiment avoir un minimum de travail sur soi. Deuxièmement, installer un cadre de confiance et de sécurité. Tellement les peurs sont présentes dans un groupe. Et qui permettent la libre expression et le débat conflictuel. Parce qu'il ne peut pas avoir de conflit sans confiance. Le conflit, qui est simplement l'expression contradictoire d'opinion, d'avis. Or, si la confiance n'est pas là, eh bien, on va entrer dans de la subtile violence. Violence du mépris de l'autre ou de soi-même. Vous voyez, de la haine de soi, ça va très vite. Parce que si j'ai peur de m'exprimer, si j'ai pas de la confiance, c'est ça qui se joue. Ou alors la culpabilisation. Culpabilisation de l'autre, culpabilisation de soi-même. Abandon de l'autre, abandon de soi-même. Ce sont des subtiles violences. Pourquoi? Parce que dans cette subtile violence, on ne se voit plus dans sa complexité. La troisième, justement peut-être sur le conflit-violence, le véritable dialogue est un dialogue conflictuel. Pourquoi? Parce qu'il fait exister l'autre et vous fait exister. Quand je vous dis je ne suis pas d'accord, je vais vous donner de l'information. Et donc vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais vous faire exister. Et s'il n'y a pas de conflit, eh bien il n'y a pas d'information, il n'y a pas de vraie information, il y a du convenu. Et le danger, c'est qu'on s'enlise. Et cette confiance, encore une fois, demande un cadre, un apprivoisement, un temps pour former ce groupe. Troisième, je dirais, étape, c'est le contrat avec les étudiants. C'est-à-dire, de la part du professeur, partir d'un projet qui est motivant, qui motive les élèves, qui a du sens, et qui est soumis à discussion avec les élèves. Donc on va partir d'abord de soi, moi ce que j'ai envie de faire. Et je vais interroger les élèves. Et vous, est-ce que vous marchez dans mon projet? Et non pas leur demander c'est quoi vos besoins ou vos attentes. Je ne parle jamais des besoins, je parle toujours des craintes, des inquiétudes. Alors, je ne parle jamais de peur. Parce que si je demande à un groupe d'élèves, par exemple, n'importe quel groupe, dites-moi vos peurs, personne n'en a. Par contre, si je dis que vous avez une légère inquiétude par rapport au projet que je vais vous proposer, une légère crainte,
Et je les oblige à avoir au moins une crainte, un doute, une suspicion par rapport au projet. Et ça vient vite, hein. Monsieur, moi j'ai peur de me faire chier d'un coup. Hein. Vous proposez un travail, ça ne va pas pour moi. Et ça commence. Et puis je fais le tour. Et derrière les craintes, derrière les inquiétudes, on trouve des véritables besoins. Et je peux essayer de faire contrat. Et souvent dans leurs inquiétudes, il y a des choses qui sont correctes. Le travail que j'ai demandé est trop important. Ils interrogent la cohésion entre les professeurs. Je n'ai pas vu mes collègues qui ont eux aussi donné des travaux, etc. Et cette étape du contrat est vraiment très importante. Et enfin, permettre vraiment l'intelligence collective entre les différents élèves, qui est vraiment l'aboutissement de ces trois étapes. À la fois d'incarner une posture professorale où à la fois il y a l'autorité qui rassure et l'autorité vulnérable, à la fois du contrat, et un cadre de confiance et un cadre de sécurité. Non, ce que tu dis bien, en tout cas, bon, moi ça me fait écho aussi, hein, parce que quand on regarde dans les équipes d'enseignants, la confiance, c'est la condition sine qua non. Quand je regarde les équipes d'enseignants, les équipes pédagogiques, je me pose parfois la question, est-ce que ce sont des équipes? J'ai parfois l'impression de personnalités juxtaposées qu'on les mise ensemble, parfois même pas autour d'un même projet. Et ce que je dis là, je dis, c'est vrai, il faut accompagner ces équipes pour qu'elles puissent se créer et que ce cadre de confiance puisse exister. Parce que très souvent, on est dans un consensus de façade, hein, un masque. Hein. On dit, bien sûr, voilà, toute école met l'élève au centre des apprentissages. C'est dans tous les projets pédagogiques, dans tous les projets éducatifs. Mais je dois aller jusqu'au bout avec mon programme, quand même. Ah oui, c'est parce que j'ai vu toute la matière que l'élève a appris. Est-ce que je n'ai pas laissé les élèves plutôt derrière et mis le programme au centre des apprentissages? Donc il y a bien des tensions qui existent, parce qu'on nous demande les deux. À la fois de voir le programme et en même temps de mettre l'élève au centre. Quand on regarde bien, il y a tout un tas de discours qui traversent, je vais dire, un discours paradoxal, tout un tas d'injonctions paradoxales qui sont données aux enseignants. Mettez les élèves au centre et le programme, finissez-le. Ça, c'est un exemple. Moi, je me suis retrouvé, en tout cas, dans ce que tu disais, cette nécessité de créer la confiance. Cette nécessité de créer l'équipe. Parce que la confiance, elle ne va pas de soi. Et qu'on est plutôt dans la protection mutuelle. Et je vois parfois des équipes qui aujourd'hui se créent, c'est plus seulement pour se protéger simplement soi-même, c'est parfois aussi pour se protéger de l'inspection. Et je vois parfois certaines équipes qui se protègent tellement fort qu'on en arrive à, parce que la peur est mauvaise conseillère, qu'on en arrive à un formatage au lieu d'une formation. On se protège tellement de l'inspecteur rêvé ou réel qu'on est dans son cadre qui devrait être, hein, dans les espaces de liberté qui existent, eh bien on se remet un tout petit cadre, hein, et on ne se permet plus beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il faudrait prendre un peu le temps aussi pour voir en équipe, tiens, quels sont les espaces de liberté qu'on nous donne, et avoir un peu l'audace de les investir. Ça, c'est une des choses. Mais pour ça, il faut que l'équipe existe. Il faut aussi une certaine sécurité pour pouvoir avancer. Hein? Être assuré que les autres nous regardent avec un regard bienveillant aussi, que les collègues nous regardent avec un regard bienveillant. C'est pas évident toujours. C'est pas toujours évident. Ça, c'est un des facteurs. Pour moi, créer les conditions de la confiance, c'est une des conditions préalables. L'autre élément, j'en avais déjà parlé, c'est pouvoir parler le même langage aussi. Quand je vous parle d'évaluation, je suis sûr que chacun a une représentation différente de ça. L'évaluation, qu'est-ce que ça veut dire? Évaluation formative, ça veut dire.
évaluer, donner de la valeur à. On peut essayer de voir un petit peu tout ce que ces mots, et dans la tête de chacun, il y a à chaque fois des représentations différentes. Alors, je vais dire qu'il y a des mots comme ça, comme évaluation, comme différenciation, comme remédiation, qui peuvent poser problème. Moi, je me suis retrouvé à un moment donné, je vous raconte un peu une anecdote, on avait été invité par une direction à accompagner des enseignants qui eux-mêmes accompagnaient les élèves en difficulté. Et on s'est dit, tiens, si vous pouviez les aider à accompagner cette équipe-là. Hein, et à un moment donné, bon, on s'est dit, ben, ok, on va... Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte vraiment de la complexité, de la nécessité de mettre à plat les représentations qu'on a de l'apprentissage. Donc on vient, on travaille sur les intelligences multiples, vous avez peut-être déjà entendu parler. Hein, on part sur un questionnaire sur les intelligences multiples qui permettent aux enseignants de voir un petit peu leurs forces, hein, quelles sont les portes privilégiées qu'ils utilisent pour étudier, pour apprendre, hein, quelles sont les choses, disons, je vais dire, les portes d'entrée dans l'apprentissage qui pourraient être et on se dit, ils vont pouvoir transférer ça à leurs élèves. Et puis on commence un peu à travailler un certain nombre de techniques pour questionner les élèves, etc. Et puis au bout d'un moment, je vois Gisèle qui s'agite. Gisèle, elle était à droite, excusez-moi. Elle était à droite, et puis je la vois un petit peu qui s'agite à un moment donné, et puis qui prend le questionnaire et dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quelle matière est-ce que je vais donner aux élèves que je vais avoir au cours de méthode de travail? Ah. Donc, on est dans l'accompagnement des élèves en difficulté. J'apporte à Gisèle un outil de ce type-là, et elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Où est-ce que je le mets? Ça, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Évidemment, l'outil des intelligences multiples, quand il s'agit de donner cours, ça ne sert à rien. C'est pour accompagner l'élève, pour coacher, pour partir des représentations de l'élève, des difficultés, de ses ressources, et pas pour partir d'une matière que l'on va donner systématiquement à tout le monde, la méthode de travail certifiée par Gisèle, la meilleure, la seule qui marche. On est dans des représentations très, 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 très différentes. Et je me dis bien que, voilà, ce qui se passe, c'est que si on veut comprendre un petit peu sur quel plan on travaille, et j'en veux pas du tout à Gisèle, qui elle est dans sa représentation d'enseignement, mais si on veut avancer un petit peu là-dedans, il faut peut-être un petit peu faire l'historique de ce qui s'est passé au cours des années et voir un petit peu quelles sont les différentes, par quel modèle de vision de l'apprentissage on est passé. Et alors, globalement, au siècle précédent, on est passé par 3 grands modèles. Le modèle transmissif, le modèle behavioriste. Ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Bon, j'y reviendrai. Je vais pas faire trop compliqué. Le modèle behavioriste et puis le modèle socio-constructiviste. Ça vous dit quelque chose? Les mots, pas du tout. Et c'est pas grave du tout parce que je me dis plutôt que m'embarquer dans des théories un petit peu vaseuses, je vais essayer de vous incarner ça sous forme de personnage. Donc, je me suis inventé un collège. Rassurez-vous, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est un collège imaginaire. Et dans le collège imaginaire, le prototype du prof transmissif, mais il s'appelle Gérard. Vous m'en voudrez pas, j'espère qu'il n'y a pas trop de Gérard dans la salle. Ni Gérard, ni Gisèle, ni Philémon, parce que c'est les 3 modèles que j'ai choisis. Gérard, c'est un prof transmissif. Pour Gérard, son métier, c'est de transmettre du savoir. Point à la ligne. Il n'est pas assistant social ou animateur. Non. Il est là pour donner cours face à la classe, en randonnée. Pour lui, le modèle, c'est l'acteur. Un bon prof, c'est un bon acteur. Bon, par
parfois il a un mauvais texte et un mauvais public, on ne peut pas faire. On fait avec ce qu'on a. Hein? Bon. Donc lui, c'est transmettre. Sa pédagogie à Gérard, elle est simple. Hein? C'est en écoutant qu'on comprend. C'est en répétant qu'on étudie. Et qu'on apprend. Gérard, il ne se pose pas des questions comme le droit à l'erreur, des questions philosophiques comme ça, le droit à l'erreur. Genre, l'erreur, c'est une faute. C'est une faute dont l'élève doit être puni. Voilà. Ça vient prendre. Et puis, bon, d'ailleurs, dans ces évaluations à Gérard, hein, tout compte. Tout. Ah ben, sinon, les élèves ne font rien. Tout compte. Et peu importe que ce soit des débuts d'apprentissage ou des évaluations finales, tout compte. Et peu importe qu'on mette ensemble des pommes, des poires et des machines à coudre, tous se font dans une compote de points censés mesurer le niveau. Voilà. Ça, c'est Gérard. Et quand on lui dit, mais bon, écoute, les évaluations, c'est pas très objectif, les points, c'est objectif, non? Il a moins de 10 sur 20, c'est pas d'échec. C'est d'ailleurs comme ça qu'il justifie cet échec. Ah, là, il a 9,43. C'est pas 10, hein? Ah, vous imaginez si les élèves savent qu'on réussit déjà à 9,43? Non, non, il ne faut pas attenter à la cote. Hein. Si on attente à la cote, là, on attente à ma personnalité. Moi, je suis un professionnel. Ça, c'est Gérard. Et puis, ce qu'il vous dit aussi, il s'imagine que les élèves, il est obligé de les classer. Alors, comme il a de l'humour, Gérard, il les classe en 3 catégories. Les ouais, les bofs, bon, et les burks. Et les burks, ma foi, bon, bah, eux, ils n'ont qu'à. Et peu importe qu'on lui donne la crème des crèmes, des premiers de classe, de toutes les quatrièmes, hein, Gérard, il aura toujours des ouais, des bofs et des burks. J'exagère un peu le trait, mais voilà, c'est plus ou moins le modèle qui existait dans les années 50, 60. Il n'y a peut-être pas tout à fait ça. Il y en a peut-être qui ont retrouvé. Et je pense qu'il y en a de temps en temps qui se disent, ben ouais, un bon prof, c'est un prof qui a des échecs quand même, quelque part. Hein, ça vous rappelle rien? Hein? Un bon prof, il a des exigences, des échecs. Voilà. Ça, c'est les Gérard. Dans les années 70, comme ça, sont arrivés le modèle des Giselles. Hein? Ça, c'est un modèle qui, vraiment, visait à davantage aider les élèves. Parce que bon, les Gérard, eux, l'élève, c'est travail à domicile,